Un patient jeune ou plus âgé consulte à votre cabinet et se plaint de difficultés langagières dans son quotidien. Ou encore, vous avez un patient aphasique qui semble avoir bien récupéré. Vous faites passer des épreuves classiques de langage, mais vous ne trouvez rien. C'est que les problèmes langagiers se trouvent à un degré supérieur et c'est à ce moment-là que le test de langage élaboré pour adultes prendra tout son sens. Les troubles du langage élaboré s'observent à la suite de lésions hémisphériques gauche ou droite, mais également frontales, accident vasculaire cérébral ou trauma crânien, ainsi que dans la maladie d'Alzheimer, dans la démence à corps de Lévy, dans les différentes variantes de la démence frontotemporale, dans l'aphasie progressive primaire, ainsi que dans la démence sémantique. Alors vous me direz, évaluer le langage élaboré, c'est bien beau, mais ça va servir à quoi ? Eh bien, je vous l'explique tout de suite après la composition du matériel. Nous avons donc un livret contexte théorique, normalisation et validation, avec une partie théorique, langage élaboré et pathologie, particulièrement bien documentée. Une partie élaboration du test qui indique les variables retenues, fréquence, usage, catégorie grammaticale, concrétude, proximité sémantique, etc. Les épreuves retenues et non retenues et pourquoi. Une partie normalisation et effet de l'âge, du niveau d'éducation et du sexe. On y apprend notamment que la passation a été réalisée chez 120 sujets âgés de 20 à 80 ans, avec 40 sujets par groupe. On y apprend également, et de manière assez attendue, un effet important du niveau d'éducation. Plus on est cultivé, plus on a de bons scores. Et un effet de l'âge. Plus on est vieux, plus on a de connaissances sémantiques et de meilleures capacités métalinguistiques. C'est comme le bon vin en fait. On se bonifie avec le temps. Une partie validation du test chez des patients présentant un AVC ou un trauma crânien, des patients présentant la maladie d'Alzheimer également, et une bibliographie. Il y a également un livret de passation, réimprimable sur le site avec vos identifiants, on va y revenir tout à l'heure. Un livret modalité de présentation qui indique les consignes de passation et la présentation des épreuves, et une planche de cotation recto verso. Au total, 15 épreuves, 9 points par épreuve, 135 points en tout. La passation s'effectue exclusivement à l'oral et sans chronomètre. Vous utilisez le livret modalité de présentation ainsi que le livret de passation en parallèle. Pour chaque épreuve, le livret modalité de présentation vous indiquera les objectifs de l'épreuve, les consignes orales, les variables mises en jeu, comment coter et la liste des réponses admises pour la cotation. Épreuve 1, définition de mots. Je vous donne un mot et vous me donnez une définition comme dans le dictionnaire. Cette épreuve permet de savoir si le patient est capable de reformuler sous la forme d'une périphrase. Au quotidien, la gêne du patient peut se manifester par des difficultés à expliquer des mots à son enfant s'il est un parent, ou à son petit enfant s'il est grand-parent, ou bien à ses élèves si par exemple votre patient est instituteur ou professeur. Épreuve numéro 2, évocation sur définition. Cette épreuve permet de voir si le sujet est capable de faire des liens, des inférences et des associations sémantiques. L'épreuve numéro 3 est une épreuve de concaténation de phrases classiques et elle permet de tester les capacités d'organisation verbale et séquentielle ainsi que l'utilisation de la syntaxe du patient. Épreuve numéro 4, synonyme. Ici, on cherche à savoir si le sujet est capable de trouver un mot très proche du premier, de par son sens, et équivalent de par sa nature grammaticale. Épreuve numéro 5, discours procédural. Ici, il s'agit de voir si les personnes sont capables de décrire des activités de la vie quotidienne, de citer les étapes constitutives de ces activités et dans le bon ordre. Cette épreuve est importante car elle va permettre d'objectiver l'autonomie du patient. Par exemple, effectivement, pour faire une omelette, il faut que celui-ci ait une idée très précise des étapes et de leur succession pour y arriver. Épreuve numéro 6, logique verbale. Elle permet d'évaluer le raisonnement du patient et sa capacité à visualiser mentalement une situation décrite. C'est ce qui est en jeu dans toute conversation si on veut bien comprendre son interlocuteur.
Épreuve numéro 7, polysémie. Cette épreuve permet de voir si le sujet a accès aux différents sens d'un même mot et peut accéder à un degré supérieur. On en a besoin par exemple pour les jeux de mots. Épreuve numéro 8, intrus. Cette épreuve permet de connaître la capacité du sujet à catégoriser correctement les mots avant de les différencier. Épreuve numéro 9, phrase absurde. Ici, il s'agit de la capacité à se rendre compte que quelque chose n'est pas logique et n'a pas de relation de cause à effet. Cela permet de voir les capacités de déduction du sujet. Dans la vie quotidienne, c'est corriger les erreurs des autres, faire preuve de discernement pour ne pas être leurré par des inconnus par exemple, démarchage au téléphone, etc. Épreuve numéro 10, différence. Cette épreuve permet de savoir si le sujet est capable d'identifier et d'exprimer la caractéristique qui différencie les mots proposés. Alors il y a des différences qui sont évidentes, fourchette, couteau, et d'autres qui le sont moins, recousu, rapiécé. Épreuve numéro 11, explication de proverbe. Ici, le but est de voir si le patient est capable d'extraire le sens général de l'expression et de se détacher du sens littéral de la phrase. Épreuve numéro 12, discours déclaratif. Donc cette épreuve permet à l'examinateur de voir si le sujet est capable de produire une suite cohérente à une histoire. Inventer une histoire pour son enfant par exemple, relater avec cohérence et sans digression un événement de sa vie, etc. Épreuve 13, antonyme. Ici, il s'agit de donner le contraire du mot qui est proposé. Épreuve 14, expression imagée. Il pleut des cordes par exemple. Si le patient adhère au sens littéral, il y a de fortes chances pour qu'il ne souhaite pas sortir de chez lui s'il croit qu'il risque de recevoir des cordes sur la tête. Cette épreuve permet donc de savoir si le patient est encore capable d'accéder aux idiomatiques de notre langue. Dernière épreuve, épreuve numéro 15, discours argumentatif. Donc elle permet d'évaluer les capacités du patient à se positionner et à prendre parti sur un sujet. Elle permet également de juger de la cohérence de ses propos. C'est ce que nous faisons tous au quotidien, par exemple quand nous débattons de la taxe sur le diesel, sur la réforme des retraites, le vote à Bruxelles du retour des farines animales par exemple, etc. Le report des scores s'effectue dans ce tableau, ainsi que sur cette grille qui, comme le BDAE, vous permettra d'en dégager un profil cognitif. Afin de situer votre patient, donc, vous allez vous référer à la planche de cotation. Pour cela, vous allez devoir coter en fonction du niveau d'étude de votre patient. Un patient est dit pathologique lorsqu'il obtient un score inférieur ou égal au percentile 5, ou 10 si on veut être plus sévère. Il y a une cotation possible pour tout niveau confondu. Mais sachant l'importance de l'effet du niveau d'éducation, ce serait à mon avis un non-sens de coter ainsi. La présentation de ce test de langage élaboré pour adultes est maintenant terminée. On a regretté le nombre de sujets ayant servi à la normalisation. On est bien conscient que c'est un travail colossal, mais cela pourrait faire l'objet d'un autre mémoire. Allez les filles, on compte sur vous. On a aimé le prix super abordable, l'efficacité du test à mettre en évidence des troubles discrets souvent difficilement détectables, et le caractère précurseur de ce test, qui est un des premiers, sinon le premier, à avoir été mis sur le marché pour l'adulte. À très bientôt! Bye bye!